Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui nous allons parler de Wonder Woman 1984 de Patty Jenkins avec Gal Gadot ou Gal Gadot ou Gal, bref, impossible à prononcer, Gal Gadot je pense, dans le rôle de l'Amazone divine. Bon, soyons clairs, je suis un brin déçu par ce film, et ça ne me plaît pas de le dire car j'aime bien partager des films qui m'ont marqué, en bien ou en mal d'ailleurs. Mais il faut aussi parler de l'actualité, et ce film, ça fait totalement l'actualité. Alors bien sûr, dans ce film, il y a des choses à sauver, voire des choses intéressantes carrément, mais pour moi, j'ai un peu l'impression de boire une Corona par grand froid. Bon, qu'est-ce que ça peut vouloir dire ça ? En soi, la Corona par grand froid, ça peut plaire à certains, mais c'est franchement insipide et ça ne désaltère pas du tout. Avant d'aller plus loin, j'ai envie de vous faire un retour sur la cuvée précédente. Le premier Wonder Woman est sorti en 2017 dans le contexte de ce qu'on appelait encore à ce moment-là le DCCU. Il faut comprendre en fait le DC Cinematic Universe. Bon, c'est un peu l'équivalent du MCU qui est le Marvel Cinematic Universe, vous savez avec Iron Man et compagnie, voilà. Ça, c'est le MCU. Là, c'est le DCU avec Batman et compagnie. Le premier film avait clairement été un succès au box-office, 822 millions de dollars pour un coût de 150 millions de dollars. C'est réussi. Ça avait été aussi un succès inattendu. Mais quand même, le premier film avait déjà des défauts, notamment au niveau du rythme et des effets spéciaux un peu trop bouillis de pixels à mon goût. Pour tout vous dire d'ailleurs sur les effets spéciaux, j'avais vraiment eu la sensation de goûter à un cercueil en fin de soirée. Si, ce cercueil de fin de soirée, celui que vous connaissez bien, je parle bien de celui-là. Celui où on mélange tous les alcools en fin de soirée dans un seul verre et on se fait kiffer en buvant le tout. Bref, ça nous envoie directement au lit et ça fait un peu mal à la tête, À part ça, les thèmes féministes du film avaient été plutôt bien menés. L'humour avait été bien géré, notamment grâce au duo Gal Gadot et Chris Pine. C'était donc loin d'être le pire film de super-héros que l'industrie hollywoodienne ait jamais produit. C'était plutôt correct. Sauf qu'entre-temps, tout l'univers cinématographique d'ici s'était cassé la gueule. De sorte que pour la suite de Wonder Woman, on ne savait pas trop à quoi s'attendre. D'autant que selon les dires de la réalisatrice Patty Jenkins, le film allait surprendre les femmes car il ne présentait pas la même Wonder Woman que dans le reste du DCU. À ce stade, on pouvait espérer un film encore plus libre, avec des ouvertures sociales, mystiques plus développées, ou, un gros four à l'image du reste du DC Cinematic Universe, après Man of Steel, faut quand même l'avouer. Bon, alors essayons objectivement de voir comment le film est fabriqué. Comme vous le savez, le meilleur critère pour comprendre un film, c'est de savoir si le fond du film colle à la forme. En d'autres mots, est-ce que le réalisateur utilise la grammaire du cinéma pour retranscrire les émotions, les thèmes et le spectacle du film? Ça, c'est notre grille de lecture. Ici, chez Lanterne et Cervoise, pour tout le monde, on essaie d'avoir une grille de lecture objective. Vous nous connaissez maintenant, c'est ce qu'on essaie de faire. Wonder Woman 1984, selon cette grille de lecture, c'est franchement moins bien que le premier, faut quand même se le dire. Il ne s'agit pas de critiquer le film pour critiquer, ça c'est pas très intéressant. Essayons de comprendre pourquoi ce film est un peu décevant, et le tout sans spoiler, pour l'instant. Au fond, le film s'attache à nous montrer à travers une série de plans, de couleurs, de musique, ce qu'étaient les années 80. Probablement, à part placer le film dans cette timeline, aucun enjeu du film ne cible précisément les années 80. Moi, c'est ce qui m'a pas trop plu. Oui, en 80, on pensait modernité, on pensait le succès comme une valeur fondamentale. Mais en fait, aujourd'hui aussi, c'est toujours vrai dans les années 2020. Oui, en 80, les femmes souffraient de la nomination des hommes. C'est notamment traduit dans le film par tous les hommes qui draguent les femmes super lourdement. Mais, c'est pas un scoop, C'est aussi le cas en 2020, comme on peut le voir à travers le mouvement MeToo. Tous ces enjeux étaient aussi déjà dans le film précédent, qui se situait à la période de la guerre 14-18. Et en plus, non seulement ils étaient présents, mais ils étaient traités plus finement, du sorte que durant cette scène où Wonder Woman sort des tranchées, on croyait vraiment voir la naissance de la figure mythologique qu'était Wonder Woman. Donc tout ça c'était déjà traité. Cette iconographie de la nouvelle Wonder Woman marchait très bien. Le problème c'est que du coup, il n'y a pas d'équivalent dans ce Wonder Woman 1984. Même la symbolique de la guerre, l'humanité en général, et le symbole qu'est Wonder Woman au milieu de tout ça, c'était mieux traité dans le film précédent. Le scénario présente une exposition longue et laborieuse. Pour petit rappel, l'exposition, c'est la présentation des personnages au début du film. Ce type d'exposition longue et laborieuse, c'était typique des années 80.
Mais, hey, on n'est plus en 80. Il faut faire le film pour le public moderne, c'est comme ça qu'on fonctionne. Regardez Tarantino par exemple. Il rend souvent hommage à une culture ou à une époque, sans que le montage du film n'épouse la forme de cette époque, on n'est pas obligé. La même chose que pour Lettres d'Iwo Jima de Clint Eastwood. Résultat, dans ce nouveau Wonder Woman, on se retrouve avec l'histoire qui commence seulement à partir de la 30e minute. C'est franchement trop long pour un film de super-héros moderne. Surtout que quand on voit Wonder Woman, on va voir un film popcorn. En plus, dans le film, il ne se passe pas grand-chose qu'on ne savait sur l'héroïne au préalable. On essaie de présenter la méchante, interprétée par Kristen Wiig, avec un parcours intéressant. Mais en fait, c'est pas tellement intéressant. Et puis, même si c'était intéressant, le parcours dure si longtemps qu'on est forcément déçu à la fin du film de voir qu'on s'attache si peu à la méchante. Du coup, il reste très peu de temps pour traiter l'histoire des souhaits. Et là, les amis, nous entrons maintenant dans la partie spoil. Courez chercher une bière, ou du thé, si vous préférez, ou ce que vous aimez, peu importe, moi je suis pas très regardant, et rendez-vous à cette durée de la vidéo là qui s'affiche ici, pour revenir sans spoil majeur. À tout de suite. Le film, au final, parle des désirs, des souhaits, c'est comme ça que c'est dit dans la version française, qui deviennent réalité. Dans l'univers de Wonder Woman, ils ont de la chance, parce qu'on croit aux dieux, à la magie et tout ça. C'est donc un thème très ambitieux, mais qui, grâce à cet univers particulier, pouvait avoir des bons fondements scénaristiques. Un souhait, ça touche au désir, à la volonté de faire mieux pour soi et pour les autres. Ça touche au rêve et à l'inconscient. Tous ces thèmes sont complètement absents de l'écriture et de la réalisation de cet opus. Et vous savez, c'est très difficile de parler de ce qui n'est pas dans le film. Je trouve donc que cette histoire de souhait est complètement ratée. La trajectoire du personnage principal est caricaturale, et franchement, Loki dans le MCU est définitivement un meilleur vilain en ce qui concerne en tout cas son passé difficile et son envie de briller. Ceci dit, le vilain interprété par Pedro Pascal est excellent. Enfin, Pedro Pascal est excellent, parce que le vilain lui-même dans l'écriture a bien des défauts. C'est toujours mieux, c'est vrai, que Ares, qui quand même était pas top dans le premier opus, mais c'est toujours pas assez. Notamment parce que le dénouement de l'histoire repose sur l'amour filial qu'il a envers son fils. Cette relation est définitivement sous-exploitée. Encore une fois dans le film, c'est quelque chose qui ne marche pas trop. Bon, alors si c'est pas les thèmes qu'on vient de dire, à quoi s'intéresse le film ? Eh bien, le film s'intéresse davantage à la théâtralisation des relations humaines du quotidien. Pour preuve, le film est éclairé comme une comédie, avec des lumières un peu trop fortes, sans trop d'obscurité, ce qui est assez bizarre d'ailleurs pour le DCU. Mais c'est long, le film est trop long. Ensuite, on nous montre Diana Prince, qui est la version humaine de Wonder Woman, comment elle n'arrive pas à s'adapter au monde. Nous le savions déjà. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'il y avait toutes ces scènes dans le premier film. C'est pour ça aussi qu'on a compris, à la fin du premier film, qu'elle voulait être Wonder Woman. Qu'elle avait envie d'être un symbole et pas simplement une humaine. Comme tout super-héros, elle choisit d'être une figure de sacrifice au service des autres. C'est normal pour une super-héroïne. Le retour de Chris Pine ne sert qu'à nous faire comprendre comment, en fait, elle apprend à voler. C'est un peu léger, elle aurait très bien pu avoir des souvenirs, en fait, ça aurait été largement suffisant. Et là encore, elle apprend à voler, oui, c'est plutôt bien fait, mais cette séquence est un peu longuette. Attention, j'aime les longueurs utiles dans un film. Le mot-clé là-dedans, c'est utile. Cette séquence est longue, sans rien apporter à part un nouveau pouvoir qui ne sert jamais dans le dénouement. Pire, elle a besoin d'une armure avec des ailes, alors qu'on a compris dans le film qu'elle savait voler avant. Bon, j'ai bien compris que les ailes signifient la pureté des dieux, dans le design de l'armure, tout ça. Je sais que les ailes sont des boucliers aussi, dans la fonction pratique de l'armure. Mais symboliquement, enlever les ailes de l'armure, ça donne un peu des faux messages à Wonder Woman qui vient juste de savoir voler. Finalement, tout ce qu'on vient de partager fait de Wonder Woman 1984 non pas un navet absolu, loin de là, mais un film complètement anecdotique en comparaison de ce que le premier pouvait apporter à l'industrie. Nous disions en intro que le film est une Corona dégustée en hiver. Eh ben c'est vrai. Si on ne boit pas de bière pendant longtemps et qu'on reboit une Corona en été, on sera ravi de son côté désaltérant. C'est ce qui s'est passé pour moi. Sans blockbuster pendant un an, j'ai été ravi de retrouver une super-héroïne ou un sup, comme ils disent dans la série The Boys. À part ça, le film me laisse une impression correcte, mais franchement anecdotique. Même le point de vue féministe est selon moi bien moins développé que dans l'opus précédent. Et pourtant, de façon générale, c'est un thème super important le féminisme, c'est un thème clé de notre société aujourd'hui. Alors, pour pas rester sur une note un peu négative, je vous recommande donc de regarder par exemple Incassable,
pour comprendre comment un film de super-héros peut être bien fait et intelligent. Là, la mise en scène est au service du message. Pour quelque chose de plus basé sur le spectacle, si c'est ce que vous préférez, je vous encourage à aller voir Kick-Ass. C'est aussi une meilleure lecture de ce que peut être un super-héros et comment il est possible de prendre son pied sans se prendre au sérieux. Et évidemment, allez voir la série The Boys sur Amazon Prime, qui apporte un regard neuf sur les extrêmes de la violence engendrée par les actions des super-héros. Merci d'avoir partagé ce moment avec nous. N'hésitez pas à liker, à partager, à activer la cloche. C'est très important pour que la chaîne grandisse et se développe, et ça prend pas trop de temps. Moi, je vais finir ma bière et je vous dis à la prochaine. Ciao!